Foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur, Louis Lesage. Aujourd'hui, les coulisses de l'Église. Bienvenue à l'émission, c'est Sabrina Di Matteo de l'Église catholique de Montréal qui est avec vous pour la prochaine heure. Aujourd'hui, revue de presse d'actualité religieuse. On souligne la fête des travailleurs et on vous sert une chronique web pour explorer les enjeux du travail aujourd'hui. On commence par la revue de presse d'actualité religieuse ou pas religieuse. On est dans quelques sujets avec Mario Barre qui nous rejoint au téléphone. Mario est collaborateur pigiste aux communications et au site web de l'Église catholique de Montréal, rédacteur du Proximo, le bulletin d'information de Radio Ville-Marie ce mois-ci. Et vous reconnaîtrez sa voix parce que vous l'entendez à l'émission Question d'aujourd'hui, toujours à Radio Ville-Marie. Bonjour Mario. Bonjour. Mario, on fait un tour des nouvelles internationales et locales en particulier, en commençant par quelque chose qui sort d'Amnesty International et qui semble être une première pour eux de s'intéresser à la persécution des chrétiens dans le monde, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois en fait que je vois l'intérêt d'Amnesty International pour ce type de discrimination, parce qu'on parle bien ici de le titre de leur article en fait qu'on trouve daté du 1er mai, un panorama des discriminations antichrétiennes. Ils disent bien en ouverture là, dans le premier paragraphe, n'abusons pas du terme christianophobie. Mais, et je cite, l'évidence s'impose, on constate des discriminations croissantes envers les chrétiens dans le monde. Alors, c'est Amnesty qui le dit, à partir également de données qui viennent du département d'État américain. On sait que ce département, en fait, a toujours, à tous les ans, un rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Donc, c'est très intéressant que Amnesty s'intéresse à tout ça. On apprend, entre autres, que bien sûr, les chrétiens les plus menacés sont ceux du Maghreb et du Moyen-Orient. On le savait, mais c'est répété. La guerre du Liban, la révolution islamique en Iran, la guerre civile en Algérie, le long chaos irakien, la poussée islamiste en Palestine avec le Hamas. Ce sont, et je cite, des traumatismes synonymes de marginalisation et d'exode. Les chrétiens, dit-on, ont survécu comme citoyens de seconde zone, mais certains de leurs hiérarques se sont compromis avec les régimes de dictature en place. On pense à l'Irak, la Syrie, la Libye. Ça, c'était bien avant, pour l'Irak, entre autres, 2003, avec l'invasion américaine. On parle aussi de l'Afrique noire. Ça, c'est un petit peu plus surprenant, Sabrina, dans la mesure où on nomme le Nigeria, bien sûr, dont on a entendu parler, 158 millions de personnes, c'est le pays le plus populeux d'Afrique, dont la moitié sont chrétiens. Noël 2011 qui s'est révélé sanglant, 35 personnes mortes dans l'église de Madala, en périphérie de la capitale Abuja. C'est la secte islamiste Boko Haram qui se réclame des talibans afghans, bien sûr, qui veut vider le nord Nigeria, très majoritairement musulman, de sa population chrétienne. Et on nomme d'autres pays, ça c'est un petit peu plus inquiétant. Le Sénégal, entre autres, qui a une grande tradition de tolérance et de dialogue entre chrétiens et musulmans. On le nomme, il y a de plus en plus de tracasseries administratives, des incidents. Donc, on s'aperçoit en fait que plusieurs musulmans se rendent se former. En fait, ce sont des jeunes musulmans qui sont formés en Arabie Saoudite, en Égypte ou en Iran, qui vont se rendre bien sûr et qui vont retourner en Afrique, dans leur pays d'origine, et qui vont avoir un islam beaucoup plus fondamentaliste. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que là où il y a persécution notée et notable dans ces pays-là, la constante semble être un régime islamiste? En tout cas, c'est une des constantes. Ça, c'est certain qu'en régime islamiste, les chrétiens sont persécutés ou vont vivre de la discrimination au niveau administratif. On pense à l'Égypte, c'est un exemple très fort, étant donné que pour construire une église, ça peut prendre des années. On a vu une situation, Aide à l'église en détresse, rapporter une situation, entre autres, où les gens ont attendu entre 30 et 40 ans avant de pouvoir construire leur église, tout ça à cause de tracasseries administratives.
Donc, oui, la situation est très difficile dans les pays où l'islam est majoritaire et quand l'islam se révèle être un islam qui est de type fondamentaliste. Mais il n'y a pas seulement l'islamisme, hein, il y a le communisme également, entre autres la Chine, où la semaine dernière, au Vatican, on avait une rencontre de ce comité spécial qui a été formé par Benoît XVI et qui se penche régulièrement sur la situation de l'Église en Chine. Et la commission, donc, c'est une commission, bien sûr, s'est réunie pour parler de la foi en Chine. L'Église chinoise qui traverse depuis 2008, après un certain relâchement, après une certaine liberté, qui se retrouve encore de nouveau elle est très, en fait, le gouvernement veut vraiment mettre la main totale sur le contrôle des catholiques chinois. On retrouve, et ça, c'est dire très, très rapidement, là, des églises souterraines, des églises locales officielles et des églises patriotiques, de type patriotique. Il faut dire que l'association patriotique est celle qui s'occupe de mettre en place officiellement tout ce qui a rapport avec la religion catholique. Ce qui est intéressant avec la Chine également, c'est que cette commission qui se penche régulièrement sur la Chine, donc tenait sa réunion la semaine dernière, et la spécificité de l'Église en Chine, c'est qu'on constate, et ça je cite, la persistante prétention des organismes appelés conférences et associations, donc on pense à l'association patriotique sans la nommer, ont la prétention de se placer au-dessus des évêques et de guider la vie des communautés ecclésiales. Et bien sûr, le Vatican n'est pas du tout d'accord avec cette façon de faire et se bat pour que ça ne se fasse pas ainsi. Par ailleurs, ce qui est intéressant également, c'est l'histoire de la Chine. Vous savez, le Concile Vatican II, c'est les années 60. Et en 1966, c'est le début de la révolution culturelle. Donc, les catholiques chinois n'ont pas vécu des transformations qu'on a vécues ici par rapport au Concile Vatican II. Et c'est ce que la Commission demande à ses pasteurs, à ses évêques, donc de mettre en place un enseignement qui est axé sur le Concile, et je cite, s'efforcer de consolider la connaissance des fidèles laïcs en matière d'enseignement du Concile Vatican II, et en particulier sur l'ecclésiologie et le magistère social de l'Église. Mais ce n'est pas facile dans une situation où, justement, vous avez d'un côté l'association patriotique et les prêtres catholiques qui disent, il faut en même temps faire plaisir à cette association-là, sinon on va avoir des problèmes au niveau administratif, entre autres, ou même la prison. Et en même temps, des gens, vous avez d'un autre côté, des gens, bien sûr, de l'Église souterraine qui disent, nous, on veut rester fidèles au pape et donc on va rester anonyme, mais on va célébrer ensemble de manière secrète des célébrations eucharistiques. Donc, tout à fait autre chose que ce qu'on peut vivre ici, certainement. On va inviter les gens à consulter le rapport d'Amnesty International sur le site probablement d'amnesty.ca ou .qc.ca pour le secteur Québec. Intéressant là, de parler de Vatican II puis d'une invitation à l'Église de Chine d'investir Vatican II, alors que, au contraire, on sait que Vatican II est un grand enjeu dans le dialogue qui se passe actuellement entre la fraternité sacerdotale de Saint Pie X, les traditionalistes, et justement Rome. Qu'est-ce qui se passe avec ça depuis la levée des excommunications en 2008-2009 qui avait été faite par Benoît XVI? Écoutez, on rapportait dans le magazine chrétien La Vie le 23 avril dernier que les coups de barre à droite, là c'est le titre, les coups de barre à droite du Vatican inquiètent. Dans la communauté juive, comme chez les catholiques progressistes, les œillades de Rome à la fraternité sacerdotale Saint Pie X et le recadrage en série de prêtres et de religieuses jugées trop modernistes interrogent. Bon, ça c'est l'autre partie, c'est les religieuses américaines. Première partie, donc, avec la fraternité sacerdotale, un journaliste italien se pose la question, elle est très forte cette question, le Vatican adopte-t-il l'antisémitisme? En fait, il aurait trouvé sur le site américain, le site sud-africain et le site belge des citations du genre, par exemple, pire en fait que les déclarations de Monseigneur Williamson qui a nié la Shoah, on le rappelle. Le site américain, par exemple, les Juifs ennemis de l'homme dont l'arme secrète est le levain des pharisiens qui est hypocrisie,
Sur le site belge, on retrouverait les Juifs qui croient encore qu'ils sont le peuple élu tout en attendant une domination mondiale. Et donc, voilà. Alors, j'ai téléphoné directement à Saint-Césaire, la fraternité a un prieuré à Saint-Césaire. Et j'ai parlé avec l'abbé Wegner, Jürgen Wegner, qui est responsable non seulement de Saint-Césaire, mais de toute la fraternité sacerdotale pour le Canada au complet. Alors, je lui ai demandé comment il réagissait à ces propos tenus sur des sites, ces sites web. Eh bien, il dit, en fait, il n'a pas trouvé sur les sites web. Donc, il a dit, c'était peut-être publié auparavant, mais il semble que ça a été retiré. Et pour lui, bien sûr, la position officielle de la fraternité, elle est claire. D'ailleurs, autour du tumulte de la personne de Monseigneur Williamson, m'a-t-il confié en 2009, eh bien, la fraternité a carrément enlevé tout pouvoir public de faire quoi que ce soit à Monseigneur Williamson. Pour lui, en tout cas, c'est clair que la fraternité a pris position contre l'antisémitisme. Par ailleurs, je lui ai demandé à propos de la fameuse prière du Vendredi Saint, cette prière que vous ne connaissez peut-être pas, Sabrina, puisque cette prière latine Oremus et pro perfidis Judeis était dite avant 1965 dans les prières du Vendredi Saint. On disait ceci: prions aussi pour les Juifs infidèles. En fait, on disait prions aussi pour les Juifs perfides, afin que Dieu notre Seigneur enlève le voile qui couvre leur cœur et qu'eux aussi reconnaissent Jésus le Christ notre Seigneur. La nouvelle version 1970: prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et dans la fidélité de son alliance. Voilà. Bien sûr, j'ai demandé à l'abbé Wegner, il m'a dit oui, on dit encore cette prière-là parce que notre liturgie, elle est d'avant 1965. Alors, il ne semble pas trouver qu'il y avait matière à controverse là-dedans. Il est un peu agacé également du fait que je lui pose tellement de questions sur la question juive, étant donné qu'il dit le but de notre fraternité, ce n'est pas bien sûr l'antisémitisme, c'est tout simplement la conversion des âmes. Alors, il reste que des citations qui circulent comme ça sont pour le moins inquiétantes et elles sont inquiétantes. Il faudra continuer à surveiller ça. Et Sabrina, rapidement, je n'ai pas trouvé non plus ces citations sur les sites en question. Alors peut-être que ces citations ont été elles ont été peut-être retirées. Localement, on est toujours dans la grève étudiante. La semaine dernière, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, et l'évêque de Chicoutimi, Monseigneur André Rivet, ont émis des communiqués appelant au dialogue et à la réconciliation sur ce sujet-là. En 10 secondes, pensez-vous que ça va régler la question? Non, je pense pas que ça va régler la question, mais c'est un appel intéressant qui a été lancé. On pense entre autres au Proximo d'il y a 2 semaines où Marco Veilleux, qui est chargé de projet chez les Jésuites pour la justice sociale, lançait un appel à son église en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? On n'entend rien de votre côté. Faites quelque chose. » Donc, on peut lire en tout cas que ça a été entendu et que Monseigneur Lépine et Monseigneur Rivet de Chicoutimi ont lancé cet appel au dialogue qui est intéressant par ailleurs. On va voir qu'est-ce qui adviendra de tout ce débat. Mario, je sais que vous êtes allé voir le film Habemus Papam de Nanni Moretti, oui, qui sort ce vendredi dans les cinémas au Québec. En 5 secondes, est-ce qu'il faut aller voir ça? Est-ce que on s'en prend à l'église dans ce film-là ou est-ce que c'est intéressant? Je trouve que c'est intéressant. On s'en prend pas du tout à l'église. C'est plutôt une situation comique où le pape qui est élu fait une crise d'angoisse. Et donc, tout de suite après son élection, quand il dit non, je peux pas le faire, j'ai pas la force. Alors, c'est toute son histoire qu'on suit. Alors, c'est plutôt amusant et je vous dirais, non, l'Église n'est pas écorchée vive dans ce film. On ne fait pas du bashing d'Église. On montre une situation qui est plus ou moins plausible, mais qui est plutôt amusante. Alors, oui, je vous dirais, allez voir ça avec un œil, bien sûr, non réaliste. Il y a beaucoup de différentes lectures, de différentes lecture à faire dans ce film-là. C'est un film fort intéressant pour ça. Parfait. Donc, Habemus Papam de Nanni Moretti. Mario, merci pour ce très bon tour d'horizon. Oui, et bonne suite à Radio Ville-Marie dans vos animations. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, les coulisses de l'Église.
C'est Sabrina Di Matteo qui est avec vous pour l'émission. Bonne fête des travailleurs et travailleuses. C'était hier le 1er mai, Journée internationale des travailleurs et travailleuses. Et pour souligner l'événement et souligner aussi le fait que depuis plusieurs années, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec publie un message à l'intention des travailleurs à chaque année, je reçois en studio 3 personnes engagées, notamment dans la pastorale sociale et avec d'autres organismes. Alors, avec moi, Françoise Marcelin, qui est coordonnatrice du Mouvement des travailleurs chrétiens pour Montréal depuis 6 ans et qui a d'autres dossiers en pastorale sociale, n'est-ce pas? Oui, je suis responsable de suivre le dossier du collectif pour un Québec sans pauvreté à Montréal et toute la question des personnes assistées sociales du Québec et les mouvements d'action catholique. Parfait. Merci Françoise d'être avec nous. Roger Bellil, qui est frère du Sacré-Cœur, est agent de pastorale sociale dans le secteur centre-sud depuis un petit peu plus d'1 an et a été aussi actif dans d'autres domaines. Il y a un long CV. J'ai d'abord travaillé dans le monde de l'éducation, enseignement au secondaire, pastoral collégial et universitaire. Mes dossiers principaux, c'est sécurité alimentaire et logement dans Centre-Sud. Merci, Roger, de vous joindre à nous pour la discussion. Et François Godbout, depuis 10 ans, agent de pastorale sociale pour le secteur Antique. Oui, bientôt 10 ans, on dit Antique et Soto-Ricolais. C'est tout, l'église catholique du nord de la ville. Hein. Et sinon, j'ai été une quinzaine d'années en entreprise d'insertion, former des jeunes sans emploi dans divers métiers. Alors, une bonne connaissance du réseau du milieu communautaire aussi. Oui, puis de l'insertion en emploi. Je suis content d'être ici. Ça tombe très bien. On est content de vous avoir tous les 3. Donc, hier, 1er mai, fête internationale des travailleurs. Et vous étiez aussi, hier soir, au rassemblement au Parc Molson pour cette marche initiée par le comité intersyndical du Montréal métropolitain qui visait à sensibiliser la population aux enjeux liés au travail. Qui visait à sensibiliser la population aux enjeux du travail, mais aussi qui fête le CIM, fête son 40e anniversaire. Ça fait 40 ans qu'on fête finalement le 1er mai ici, et que cette organisation-là prépare la fête du 1er mai, dont le mouvement des travailleuses et des travailleurs chrétiens est membre. Alors, on a beaucoup parlé du « nous », finalement, dans le message de ce grand rassemblement. Mais c'est le nous qui nous rapproche un petit peu de toute la mouvance, la grande mouvement sociale des indignés de Montréal. C'est tout ça est en continuité, là, les indignés, l'idée du nous, de qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, mais aussi de ce 99% aussi de la population qui par exemple, le travail, le chômage, la précarité du travail, le chômage, et aussi toute la question de la justice, la justice sociale. Parfait. Roger Bellil, vous avez regardé un petit peu plus quelle est cette histoire derrière le message que l'Assemblée des évêques catholiques du Québec adresse aux travailleurs et travailleuses. Cette année, la lettre s'intitulait « Au mal-aimé du travail ». Tout à fait, et ça fait depuis 1974 que le Comité des affaires sociales de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec rédige un message à l'endroit des travailleuses et travailleurs. Au Québec, on a la fête du travail le premier lundi de septembre, mais pourquoi ne pas fêter les acteurs et actrices de cette activité humaine, hein? Alors, ma collègue disait que ça fait 40 ans que c'est fêté au Québec, mais j'ai appris avec surprise qu'il n'y a pas de décret, ni au provincial, ni au fédéral, pour statuer que le 1er mai est fête des travailleuses et travailleurs. Ce qu'on a au Québec depuis 2010, c'est la loi 97 qui instaure la journée du 28 mars, journée des personnes décédées au travail ou accidentées du travail. Une journée un peu pas très connue, il me semble. Non, c'est pas connu. La loi 97 est passée en 2010. Alors okay. C'est très... On verra si ça va être souligné à venir. C'est quand même quelque chose à souligner. Qu'est-ce qui a été fait autour de ce message du 1er mai des évêques du Québec au mal-aimé du travail pour sensibiliser les gens en Église? Je pense que dimanche dernier, le 29 avril, il y avait les communautés chrétiennes étaient invitées à faire une animation particulière autour de ça? Tout à fait. Depuis 2 ans, on veut que le message soit diffusé au niveau des communautés chrétiennes et pas seulement au grand public par le biais des médias. Alors, on a proposé d'inscrire le lancement de ce message à l'intérieur de la liturgie
du dimanche, de la dernière fin de semaine. Et puis, on a proposé aussi, dans le dossier d'appropriation, un questionnaire pour partager le texte hors l'Église dans d'autres milieux. Effectivement, le réseau communautaire, par exemple, a pu bénéficier du dossier d'animation, Françoise? Le milieu communautaire, oui, parce que dans le fond, ça les concerne au premier degré, je pense, parce que les personnes qui fréquentent le milieu communautaire vivent, par exemple, ce que les évêques appellent les mal-aimés du travail. Et bien sûr, on a essayé de diffuser ce message pour que les gens puissent se l'approprier au sein des mouvements d'action catholique, particulièrement au mouvement des travailleuses et travailleurs chrétiens de Montréal. Et on a lancé l'invitation aux différentes équipes de Montréal de pouvoir continuer jusqu'au mois de juin à s'approprier finalement le document aux mal-aimés du travail de la lettre épiscopale des évêques. La réflexion à laquelle les gens sont invités à participer leur permet de réfléchir individuellement sur leur rapport au travail, sur leur rapport à de nombreux défis. Quels sont ces défis sur lesquels la lettre du 1er mai attire notre attention? Bien, premièrement, le premier défi, ça rejoint entièrement parce que à chaque 1er mai, il y a aussi une déclaration qui est faite par le Mouvement mondial des travailleuses et des travailleurs chrétiens de Montréal, du monde entier. Cette année, le titre, c'est Précarité du travail, chômage et injustice sociale. Et bien sûr, les constats, c'est toute la question de la précarité du travail et le chômage. Même l'Organisation internationale du travail, l'OIT, dont le MMTC est membre, informe que le chômage est considéré comme l'un des grands maux du 20e siècle et il ne cesse d'augmenter. Alors, le premier défi d'ailleurs, c'est la question de la précarité, la question du chômage, mais en lien aussi avec les 3 chantiers qui sont définis pendant la lettre épiscopale, c'est la question de l'accueil, la question de la formation et bien sûr des conditions de travail à améliorer pour ces travailleuses et ces travailleurs. Je voulais juste dire, par exemple, toute la question, parce que ça touche des jeunes, ça touche des femmes, ça touche des immigrants, des personnes nouvellement arrivées, mais des personnes immigrantes aussi qui sont établies au Québec depuis des années. Alors, c'est une réalité qui est de plus en plus difficile parce qu'on a fait une enquête, en fait, c'est un sondage depuis 2009 au séminaire international. Les délégués de 44 pays se sont prononcés sur la question de la précarité du travail et on a développé un plan d'action, un plan de 4 ans qui s'intitule « Ouvrons l'avenir pour un monde solidaire avec les travailleuses et les travailleurs migrants ». Et ce sondage-là nous a permis de rencontrer d'abord les personnes immigrantes, de mieux connaître leur réalité. Est-ce qu'ils nous relatent finalement dans cette rencontre-là? Ça revient à nous parler un petit peu de la question de l'accueil, et la question aussi de l'emploi, l'accès à l'emploi. Quand on dit accueil comme un chantier important dans les milieux de travail, on parle d'aider les gens à intégrer, à se familiariser avec leur milieu de travail. Roger, qu'est-ce qu'on veut dire par l'accueil? Moi, je pense que nous avons un effort très sérieux à faire comme collectivité pour donner une place aux nouveaux arrivants. Je déplore on dirait qu'on disqualifie leur diplôme. Il y a des possibilités de s'assurer que c'est pas un diplôme qui a été acheté $500 sur Internet de telle université très lointaine, là. Moi qui a été favorisé en éducation, je connais la valeur des diplômes. Mais moi, je pense qu'on peut il y a moyen, avec les nouveaux arrivants, de faire des vérifications discrètes, notamment en les mettant en chantier, en apprentissage, pour les initier à nos protocoles. Et là, tu peux voir s'ils ont fait des apprentissages, non seulement manuels, mais des apprentissages cognitifs aussi, et que c'est pas un diplôme bidon.
Effectivement. Et le travail, ce qu'on a constaté, c'est un travail, oui, pour subsister, pour faire vivre sa famille, mais c'est aussi, le travail, c'était un lieu d'intégration. Les différents lieux d'intégration, bien sûr, en premier lieu, on a la question le travail, on a l'école, ou les lieux de formation, mais aussi on a les groupes communautaires qui accueillent ces personnes-là, alors pour développer le réseautage. Et au début de la lettre épiscopale des évêques, Jean-Paul II disait « Le travail est avant tout pour l'homme et la femme, et non l'homme pour le travail. » Alors, je pense qu'il va falloir s'inspirer aussi de ça, de façon à ce que le milieu du travail soit plus accueillant, plus ouvert, pour permettre à ces gens-là de pouvoir que le travail soit vraiment un lieu de réalisation, mais source de dignité aussi, puis un facteur d'inclusion pour une meilleure intégration dans la société d'accueil. Effectivement, donc pour qu'on puisse se réaliser, trouver une dignité dans le travail. C'est un peu ce qu'on entend dans le discours des étudiants qui sont en grève aussi. On n'est pas là on va pas à l'université, on fait pas des études supérieures pour n'être qu'un élément de production au final sur le marché. On est là pour se réaliser, pour apprendre, pour contribuer à la réflexion sur nos options sociales, n'est-ce pas? Et je peux vous citer un tout petit exemple. Dernièrement, sous l'invitation du Centre Justice et Foi, on a fait un circuit avec l'Autre Montréal dans le quartier Villeray-Parc Extension Saint-Michel sur la question de l'immigration. Et une des participantes nous rappelait comment il y en a beaucoup de chauffeurs de taxi haïtiens qui sont souvent des professionnels qui n'ont pas pu trouver un emploi selon leurs compétences, qui sont devenus des travailleurs autonomes finalement en ayant une licence pour pouvoir être chauffeur de taxi. Alors, c'est sûr qu'il faut vraiment trouver d'autres solutions, mais quand même, c'est une perte considérable pour le Québec parce que l'apport de ces personnes-là, ce serait une richesse aussi, une contribution à la société québécoise. Donc, l'enjeu de non-reconnaissance de certains diplômes est vraiment le nœud de certains problèmes là, qui sont créés pour les nouveaux arrivants. Effectivement. Nous allons pouvoir reparler d'immigration, d'intégration et de tous ces défis liés au travail plus tard dans l'émission. Si on se prononçait un peu sur ce qui en est du mouvement syndical maintenant, François Godbout a peu parlé, mais si on voulait tracer un peu les caractéristiques de ce que c'est le mouvement syndical au Québec, qu'est-ce que ça a été dans les années 60-70 et comment c'est changé maintenant? On a peut-être des préjugés vis-à-vis des syndicats. Des fois, on pourrait entendre, ils chialent pour chialer, ils ont déjà des bonnes conditions, alors qu'en réalité, on a tout à fait bien raison encore de recourir aux syndicats pour défendre les droits des travailleurs. Est-ce qu'ils ne seraient pas des mal-aimés, eux autres aussi, des fois, les syndicats? Les syndicats. Pas pour le plaire tout le monde. Ça se peut très bien. Je pense que les syndicats, sans faire toute une histoire, on peut les voir des deux côtés, à la fois comme partie du problème et de la solution. Il peut y avoir une certaine rigidité du marché du travail. Le syndicat peut bloquer les entrées de jeunes, par exemple, sur le marché du travail, mais de l'autre côté, il y a la solution quand il vend des cartes ou mobilise parmi des jeunes ou des nouveaux secteurs, comme les garderies. Il y a 20 ans, par exemple, on peut dire que les garderies ont contribué non seulement à donner des bonnes conditions aux femmes, et surtout en majorité dans les garderies, mais à vraiment moderniser ce secteur-là, valoriser ce secteur-là. Dans le même sens, le secteur des hôtelleries. Depuis 20 ans, c'était vraiment du cheap labor organisé, et la syndicalisation a eu un effet très, très fort sur la modernisation de ce secteur-là. Donc, je le vois, moi, plus aussi comme solution. Je les voyais hier, d'ailleurs, dans la rue, là, au rassemblement sur le 1er mai, puis à côté d'eux, je voyais au bas de l'échelle. J'aimerais ça vous en parler au bas de l'échelle. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment pour défendre les travailleurs, justement, non syndiqués.
Alors, moi-même, dans tous les ans, dans les entreprises, j'ai invité de leur donner des formations aux jeunes avec lesquels je travaille sur le code du travail, connaître les normes, les codes du travail, te défendre et défendre même quand il y a des cas spéciaux. Moi-même, j'ai été défendu dans un cas de travail, donc j'en suis redevable. À chaque fois que je les vois, je suis content. Donc, ils font de la formation, de l'accompagnement individuel, mobilisation comme hier. Et comme la lettre des évêques, je pense qu'elle est très pragmatique et réaliste. Le troisième chantier, c'est développer les conditions de travail, améliorer les conditions de travail. On peut souhaiter des meilleures conditions de travail, comme le fait la lettre, puis que ce soit plus équitable et plus productif. Moi, je suis partisan de dire que si les gens sont mieux payés, mieux valorisés, l'économie va s'en bien porter. Peut-être qu'on peut déplorer aussi des stratégies de gestion qui visent à profiter seulement à court terme de cheap labor, d'augmenter la flexibilité de l'emploi, éviter le paiement de charges sociales, diminuer la sécurité d'emploi. Donc ça, c'est malheureux. C'est vraiment un type de politique du 19e siècle. Peut-être qu'on revient à ça dans le moment. Ça, dans certains secteurs, c'est très, très malheureux. Surtout les jeunes, les immigrants. Vous-même, vous êtes pas mal plus jeune que moi, Mme Sabrina. Alors, vous savez comment c'est difficile d'intégrer le marché du travail. Et il y a certains secteurs qui s'ouvrent, qui donnent aucune condition tant monétaire que condition de stress au travail, etc. Ça, c'est pour ça que cette lettre-là, cette année, je trouve qu'elle a un thème très, très pertinent. Tant pour les gens en Église, mais pour le grand public aussi, je pense que c'est bien important. Quand on pense aux travailleurs non syndiqués, oui. Faudrait concrètement penser à quel secteur du milieu de l'emploi? Je parle pas au bas de l'échelle, va défendre toute personne, travailleur autonome, vous pensez peut-être au shop de textile ou toute personne, ou moi, pour les communautaires. Mm-hmm. Dans le secteur communautaire, ils font un gros travail parce que malheureusement, on est mal servi aussi au niveau conditions de travail. Mm-hmm. Alors, tout secteur non syndiqué. Tout le secteur tertiaire, comme tu dis, le textile, l'hôtellerie, tous les services, parce que la majorité de ces travailleurs-là se retrouvent finalement dans le domaine tertiaire et ce sont les emplois non syndiqués, les emplois les plus mal rémunérés. Et on a un salaire minimum qui ne nous permet pas de se sortir de la pauvreté. On peut travailler 40 heures semaine et être sous le seuil de faible revenu. Avec le salaire minimum actuel. Alors, c'est tous ces travailleuses et ces travailleurs-là qu'il y en a un cri actuellement, un SOS qui est lancé pour pouvoir les défendre parce que ces travailleuses et ces travailleurs-là n'arrivent pas non plus à combler les besoins essentiels, les besoins de base. Il y a aussi un appel, un extrait de la lettre, l'encyclique de Benoît XVI qui lance un appel finalement aux centrales syndicales de pouvoir prendre en considération les travailleuses et les travailleurs non syndiqués. Ne pas uniquement défendre leurs propres intérêts, mais de syndiquer, de travailler à syndiquer, parce que la syndicalisation permet d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie de ces travailleuses et de ces travailleurs, non seulement ici, mais dans leur pays d'origine aussi, où les droits sont violés constamment. Finalement, le travail des syndicats aide à promouvoir une auto-formation, une responsabilisation des personnes. Au niveau social. Au niveau une social. Défense, par l'association, par le droit d'association. Par l'association, par la formation qui est faite aux membres. J'aime beaucoup la citation de Jean-Paul II au début, parce que c'est un grand défenseur des droits des travailleurs et du droit de la syndicalisation. Pas seulement en Pologne, mondialement. Et on peut en être fier pour notre Église. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des nouveaux défis vraiment là, contemporains des années 2000 qui n'étaient pas là il y a 10 ans, il y a 15 ans? Est-ce que la conciliation famille-travail est vraiment un des enjeux qui préoccupe beaucoup les personnes? Est-ce qu'il y a un niveau de stress qui est changé? Si on compare à il y a 10-15 ans? Définitivement. En fait, c'est-à-dire que le problème n'est pas nouveau, mais je pense qu'actuellement, il est encore... le niveau de stress des personnes augmente de plus en plus dans une conjoncture où on demande énormément d'être efficace, le temps de travail passe, qu'on consacre, par exemple, au travail. Alors, la famille, qui est quand même devrait être au centre, finalement, de toute cette réalité, il y en a des femmes et des hommes qui aussi sont monoparentaux
qui est une famille monoparentale et qui travaille, qui est sur le marché du travail. Et bien sûr, les enfants, à ce moment-là, il a fallu que les enfants, qu'il y ait d'autres adultes qui les prennent en charge. Alors, c'est sûr qu'on a besoin d'une conciliation travail-famille. Et même pour les nouveaux arrivants, souvent, on va leur demander, par exemple, non seulement ils arrivent dans un nouveau pays avec une culture différente, mais aussi faut apprendre la langue. La question de la langue aussi, c'est une question très importante. Mais on leur demande, non seulement on ne reconnaît pas leurs compétences, on leur demande de retourner aux études, alors que la conciliation travail-famille prend tout son sens à ce moment-là. Par ailleurs, ça me semble très positif, cette possibilité pour de jeunes pères de famille, un nouveau père de famille, de pouvoir prendre un congé de paternité. En tout cas, moi, je connais des gens de diverses générations qui se sont prévalus de ça. Est-ce que c'est accessible à toutes les classes de la société ou plus au personnel syndiqué? Point d'interrogation. Moi, les gens que je connais, c'était des gens qui étaient syndiqués, qui pouvaient se prévaloir de ça. Moi, je trouve que plus ça va, plus c'est semblable, sauf peut-être la question des femmes. Les femmes mettent de l'avant la question de qualité de vie et travail, famille, pas seulement pour les enfants, aussi pour s'occuper des aînés à la fin. Ça, on voit ça autour. Mais pour une partie. Mais l'autre partie, je dirais, qui est au bas de l'échelle, justement, c'est encore la lutte pour le pain, là. Les gens sont à petit salaire, puis vont dans les banques alimentaires. On les voit, tu vois. Alors au bas de l'échelle, c'est la même chose. Les banques alimentaires, d'ailleurs, depuis plusieurs années, disent bien qu'elles n'arrivent pas. Il y a une clientèle pour les banques alimentaires et même de qui va en salariés, croissant. c'est ça, de salariés. C'est ça qui est nouveau. Là. Ça augmente. Dans mon quartier, on dirait pas en stick, mais ça augmente énormément. Incroyable. On pourrait en dire long, mais c'est tout à fait intéressant de voir de savoir que l'Église s'intéresse aux enjeux liés au travail. Donc, un message du 1er mai 2012 qu'on peut consulter sur le site des évêques du Québec au www.évêques.qc.ca. Merci pour ce tour d'horizon et on poursuit dans quelques instants. Nous sommes toujours en table ronde avec mes trois invités impliqués dans le monde de la pastorale sociale à Montréal. Françoise Marcelin, coordonnatrice à Montréal pour le Mouvement des travailleurs chrétiens. Roger Bellil, agent de pastorale sociale pour le secteur Centre-Sud. Et François Godbout, agent de pastorale sociale pour le secteur Antique-Sault-au-Récollet. Nous parlions donc de travail. On a beaucoup fait référence aux enjeux qui touchent les immigrants et on sait que hier, 1er mai, le salaire minimum montait à 9,90 $. Est-ce assez quand on sait qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui peuvent occuper un secteur d'emploi là, où ils touchent le salaire minimum? Est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir avec ça, Françoise? Selon les dires de plusieurs, non. Mais il y a aussi des organismes qui ont étudié la question. Par exemple, le Collectif pour un Québec sans pauvreté dit que non, le salaire minimum ne couvre pas les besoins de base. Alors, on est sous le seuil de faible revenu. Et bien sûr, pour y arriver, il y en a aussi d'autres organismes comme au bas de l'échelle aussi qui militent à ce que ce salaire-là soit haussé. Alors, on trouve, en tout cas, il y en a qui disent, selon la mesure du panier de consommation, il devrait y avoir un revenu qui avoisinerait 18 000 $ par année. Alors, le salaire minimum n'est pas suffisant. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il y a quel pourcentage de la population au Québec ou à Montréal qui vit sous le seuil de la pauvreté puis qui arrive simplement pas? Mais c'est difficile à dire le pourcentage de toute la population, mais par exemple, le Centre-Aide Montréal dit que, il y en a quand même... on va parler un petit peu de la situation des personnes immigrantes et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Les personnes immigrantes forment 31% de la population sur l'île de Montréal. Et de ces personnes-là, il y en a quand même la pauvreté, les touche en particulier. Et Centre-Aide Montréal nous dit, entre 1980 et 2000, dans le Grand Montréal, le taux de nouveaux immigrants vivant sous le seuil de faible revenu est passé de 29% à 41%. C'est un bond énorme. En 20 ans seulement. En 20 ans seulement. Et ça va continuer à progresser.
Et de ces personnes-là, il y a quand même 19% qui sont des minorités visibles. Et il dit aussi que la situation s'aggrave encore plus au niveau des minorités visibles anglophones. Le taux est de 41%. Toujours pour l'île de Montréal. Toujours pour l'île de Montréal. Et parmi, donc, on parle des minorités visibles, de la population immigrante. Quelles sont les autres partie de notre démographie qui est affectée par un salaire qui leur permet pas de vivre, de dépasser le seuil de la pauvreté. Est-ce que les femmes, les étudiants raccrocheurs, François Godbout, vous avez travaillé en entreprise d'insertion sociale? Je peux voir dans le moment de la pauvreté, on sait que c'est 50%, c'est les personnes immigrantes, dont une grande partie du Maghreb, d'ailleurs, de l'Afrique du Nord, parce qu'on dirait pas ça, on sait qu'on parle toujours de classe moyenne aisée sur le bord de la rivière, mais c'est ça. Alors, et sinon, l'autre pourcentage, je pense que la diversité, la pauvreté a un visage diversifié aussi. Je vois chez les jeunes, je le vois chez les... Bon, ce qui nous a sauté d'en face cette année, c'est la pauvreté des personnes âgées, dont des femmes seules. On parle, avec les chiffres, j'ai de la misère, là, mais c'est 6 ou 7 000 femmes âgées seules, Huntsic et Montréal-Nord, tu vois. Là, on commence à voir ça. Donc, ça a tous les visages. Et je pense que c'est même, on peut parler de la misère de personnes seules, âgées à Montréal. C'est ça. Finalement, il y a un cercle vicieux qu'on voit. Si on pense à une personne nouvellement arrivée, dont, par exemple, le diplôme ne serait pas reconnu, va se trouver un emploi à salaire minimum, n'arrive pas à fournir pour les besoins de sa famille. Qu'est-ce qui va faire qu'on peut briser ce cercle vicieux? Est-ce que c'est bon de militer avec des organismes comme Au bas de l'échelle ou comme le Mouvement des travailleurs chrétiens ou la Jeunesse ouvrière catholique? Est-ce que ça va leur permettre de se responsabiliser, d'être en association, Roger Bellil? Nous, dans Centre-Sud, on constate qu'il y a beaucoup de familles qui paient plus de 30% de leurs revenus pour leur logement. Alors, il faut qu'ils coupent à quelque part. Heureusement, c'est plein de groupes populaires, notamment il y a le comité logement Ville-Marie, qui regroupe de ces personnes pour les informer des règlements qui existent au niveau municipal ou provincial, mais qui surtout favorise qu'ils puissent se rencontrer et mener des actions communes. Et on suit actuellement la question des chantiers de construction parce qu'on veut occuper davantage de territoire, notamment dans le secteur Sainte-Marie. Mais nous sommes là pour demander du logement social et pas que des condos. Je crois qu'on a un très beau code du travail au Québec. On peut en être fier. Et le personne qui commence au bas de l'échelle, personne immigrante encore plus, souvent ne le connaît pas. C'est très, très compliqué. Il y a question des vacances, des uniformes, de harcèlement, des conditions de congédiement, etc. Alors, mon expérience personnelle, c'est que c'est un excellent outil d'intégration que de former des jeunes, des immigrants, des travailleurs à connaître la règle du jeu, puis se défendre dans ça. Je pense qu'ils en seront que plus fiers, ils vont être fiers de ce pays-là qui a un code du travail comme ça. Et encore une fois, moi, je l'ai vu souvent, ce processus-là, par des jeunes marginalisés, par des immigrants, via ce processus-là. Donc, le fait d'apprendre à connaître ses droits devient une mesure d'intégration. Oui, un processus, observable d'intégration. Il y a un dossier particulier dans la métropole montréalaise, c'est celui et ailleurs quand même au Québec, celui des travailleurs saisonniers ou travailleurs migrants. Je sais qu'à Montréal, dans la pastorale sociale, ça a été un dossier actif là, pour ces travailleurs qui viennent principalement d'Amérique latine, si je me trompe pas. Il me semble que depuis quelques années, dans les médias généralistes, on entend surgir cette question-là. Donc, la population est plus sensibilisée à la présence de ces travailleurs qui arrivent pour les récoltes, pour la moisson. Mais leurs conditions à ces personnes-là, ça ressemble à quoi? Est-ce que leurs droits ont été bafoués dans le passé? Et là, le fait qu'on en parle plus, c'est en train de changer leurs conditions de travail? La grande difficulté avec les travailleurs saisonniers, il y a toute la situation des travailleurs temporaires, en fait, qui est une situation qui comprend les travailleurs saisonniers agricoles, mais aussi les travailleuses domestiques.
Et souvent, la situation de ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont isolées. Les travailleuses domestiques habitent chez leurs employeurs et 24 sur 24 souvent. Alors, on est très peu en contact, finalement, avec ces travailleuses-là. C'est idem pour les travailleurs saisonniers agricoles. On a essayé d'aller visiter, par exemple, une équipe MTC, d'aller visiter des travailleurs saisonniers agricoles. Ça a été très compliqué, finalement, de les rencontrer parce que l'employeur trouvait qu'on dérangeait, par exemple, on les dérangeait dans leurs heures de travail. Alors, mais on est en train de dire le mouvement des travailleuses et des travailleurs chrétiens au niveau mondial, c'est une situation qui est un phénomène planétaire, qui prend de l'ampleur, ça ne va pas en diminuant, et que les travailleurs qui se déplacent, ça se déplace aussi nord-sud, mais se déplace sud-sud puis est-ouest. Alors, on sent qu'il y en a des conditions, soit l'économie de marché, soit le fait aussi que les ressources, par exemple, il y en a beaucoup de grandes compagnies qui vont exploiter dans ces pays-là les ressources naturelles de ces pays-là qui ne profitent pas finalement aux habitants de ces pays-là, aux résidents de ces pays-là, mais qui profitent finalement au nord ou dans les pays occidentaux. Alors, dans le fond, ce qu'on dit, nous, il faut se solidariser avec ces travailleurs et ces travailleuses. Il faut mieux cerner un petit peu leurs conditions de vie, mais il faut interpeller aussi nos intervenants politiques pour, pas uniquement les intervenants politiques, mais aussi s'associer avec des partenaires aussi qui défendent ces droits-là, de ces travailleurs-là, pour pouvoir peut-être ouvrir le dialogue, puis voir comment, avec ces travailleurs-là, améliorer leur situation de vie puis leurs conditions de travail. J'ai entendu dernièrement, c'est peut-être juste un oui-dire, que le gouvernement Harper voulait passer une loi qui inciterait, par exemple, les natifs, les Québécois, les Québécoises, à aller travailler, à occuper ces emplois-là, des travailleurs saisonniers. Alors, ce serait peut-être une façon aussi de renforcer beaucoup plus, finalement, ces conditions de travail qui sont des fois proches de l'esclavage. François Godbout. Sur ce sujet-là, on a une collègue qui a travaillé avec eux quelques années et qui travaille avec Mme Patricia Pérez. J'aimerais citer cette dame-là, une avocate mexicaine qui a travaillé avec les travailleurs migrants agricoles et qui a jeté les bases de syndicalisation avec succès. C'est commencé d'ailleurs. Je pense aussi que c'est une voie de solution. Une autre chose, on peut inviter les gens. Il y a une messe saisonnière à l'Oratoire. C'est une des belles célébrations auxquelles j'ai pu assister pour les travailleurs immigrants. Je pense que c'est le temps des récoltes, août, septembre. Ça fait du bien. À surveiller à l'automne. C'est ça. Merci. On va se retrouver pour parler de quelques adresses web dans quelques instants, mais je vous remercie déjà pour, franchement, ce tour d'horizon qui nous éveille à des enjeux autour desquels on peut être un peu endormi des fois quand on est bien dans son propre travail. Alors, merci beaucoup à tous les trois. On pouvait pas se laisser sans faire notre tour habituel de la toile pour notre chronique sur les sites web qu'on essaie toujours de lier au thème de l'émission. Donc, comme on a parlé du travail, des enjeux liés au travail et de la sensibilisation, nos invités nous font leurs suggestions. Alors, à vos carnets, à vos crayons pour prendre ça en note. François Godbout, vous nous parlez de l'organisme Au bas de l'échelle. Oui, c'est un organisme populaire fondé en 1975 qui se consacre à la défense des droits des travailleurs non syndiqués. Téléphone 514-270-7878. 270-7878. Et un site Internet pour s'informer un petit peu plus? www.aubasdelechelle.ca. Donc, au bas de l'échelle, sans apostrophe, évidemment, au bas de l'échelle.ca. François Godbout, agente pastorale sociale, secteur Onsic au Récollet, merci d'avoir été avec nous. Françoise Marcelin, vous nous parlez du Mouvement mondial des travailleurs chrétiens et de la jeunesse ouvrière catholique. Où les rejoindre? Alors, le mouvement mondial des travailleurs et travailleuses et travailleurs chrétiens,
Alors, le site Internet, c'est le www.mmtc-infor.com. Et bien sûr, comme on n'a pas de site, on travaille sur un site à Montréal et au national. Je pourrais vous laisser le numéro de téléphone pour rejoindre au national, c'est 514-254-5103 et à Montréal, 514-252-0147. Alors, le mouvement mondial des travailleuses et des travailleurs chrétiens a pris naissance en 1966. Un petit peu après le mouvement des travailleuses et des travailleurs chrétiens qui a changé de nom en 65, mais initialement a été mis en place en 1938 par l'abbé Joseph Cardin et qui est aussi le fondateur de la JOC, la Jeunesse ouvrière catholique, qui a pris naissance en 1932. Si on veut s'informer de la jeunesse ouvrière catholique, on visite le www.jocnq.org. C'est une mission qui est semblable à celle du MTC? C'est semblable au MTC, c'est de la même famille des mouvements d'action catholique. C'est un peu comme la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne, et comme le MIDAD, qui est le pendant pour les enfants de 6 à 12 ans, des mouvements d'action catholique qui ont la même mission et qui font révision de vie avec le voir, juger, agir. La fameuse méthode du voir, juger, agir. Il y a sûrement des auditeurs qui vont se reconnaître là-dedans, comme les mouvements d'action catholique ont été très forts au Québec. Françoise Marcelin, donc coordonnatrice à Montréal pour le mouvement des travailleurs chrétiens. Merci d'avoir été avec nous, puis bonne suite dans ce travail-là. Merci. Et finalement, Roger Bellil, qui est, je le rappelle, agent de pastoral social pour le secteur du Centre-Sud de Montréal. Quelques adresses pour nous? Oui, je m'en vais vous parler de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS. C'est un institut de recherche indépendant et progressiste qui a été fondé à l'automne 2000. Il se positionne sur les grands enjeux socio-économiques de l'heure. Ils offrent leurs services aux groupes communautaires et aux syndicats pour des projets de recherche spécifiques. Il y a une dizaine de jours, ils ont fait parler d'eux par la déclaration « À qui profite le plan Nord ». Côté chantier éducationnel, ils ont publié à l'automne « Faut-il vraiment augmenter les frais de scolarité? 8 arguments trompeurs sur la hausse ». Alors, si le public veut s'informer et consulter les publications, il visite le www.iris-recherche au singulier.qc.ca, un numéro de téléphone 514-789-2409. Ils ont leur bureau au 1710 Baudry, bureau 2.0, à proximité de la station de métro Baudry. Donc, tout prêt pour les gens de la région de Montréal. Alors, je vous dis merci encore une fois. Bonne fête des travailleurs et travailleuses. Pour écouter notre émission de nouveau, rendez-vous sur la section balado-diffusion au www.diocèsemontréal.org. Je remercie à la technique Guy Lafrance et sa collaboratrice Hélène Prévost. Et à la semaine prochaine, vous retrouverez Laure Martin du Centre étudiant Benoît Lacroix pour l'émission Foi et Turbulence.